Bien sûr que Léa les gardera. De toute façon, elle n'a rien d'autre à faire. » Ces mots m'ont frappée avant même que j'aie fini de tourner la clé dans la serrure. Ma mère était au téléphone dans le salon, sa voix mielleuse traversant le couloir avec une clarté cruelle. Je suis restée figée, la main encore sur la poignée, le froid de l'hiver s'infiltrant dans la maison comme un présage. J'étais rentrée plus tôt de mon travail à temps partiel, le cœur rempli d'enthousiasme, prête à lui annoncer une surprise qui, je le pensais, illuminerait son visage fatigué par les préparatifs des fêtes. Au lieu de cela, j'ai entendu ma propre valeur être résumée en une seule phrase, une commodité, un agenda vide à la disposition de tous. Le rire léger de ma mère qui a suivi, complice avec ma tante à l'autre bout du fil, a été comme un verre d'eau glacée jeté en plein visage. Elle ne parlait pas d'une simple possibilité, mais d'un fait déjà accompli. Mon rôle pour le réveillon de Noël venait d'être décidé sans moi. J'étais la baby-sitter désignée, et apparemment, ma vie personnelle, mes désirs et mes propres projets n'existaient tout simplement pas. J'ai reculé doucement, refermant la porte sans faire le moindre bruit, avant de repartir dans la rue glaciale. Mon cœur battait une cadence sourde et douloureuse dans ma poitrine. Ce qui rendait cette trahison si insupportablement amère, c'était le secret que je portais en moi depuis 3 longs mois. Depuis le mois de septembre, je mettais scrupuleusement de côté 150 € chaque mois de mon salaire de serveuse, un travail éreintant que je cumulais avec mes études de design graphique. J'avais ainsi réussi à économiser 450 €. Une petite fortune pour moi, investie dans un seul et unique but, soulager ma mère du fardeau et du stress du repas de Noël. J'avais secrètement engagé un traiteur de luxe pour préparer un festin, imaginant déjà son soulagement, sa fierté peut-être. Si vous avez déjà ressenti ce décalage terrible entre les sacrifices que vous faites et la façon dont les autres vous perçoivent, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire. Ce soir-là, en marchant sans but, j'ai compris que mes efforts étaient invisibles, tenus pour acquis. Le lendemain, alors que j'étais encore sous le choc de cette révélation, mon téléphone a vibré sur la table de mon petit studio. Un message de ma mère. Mon estomac s'est noué avant même que je ne lise les mots qui s'affichaient à l'écran. J'ai confirmé à ta cousine que tu serais là pour les petits dès 14h le 24. N'oublie pas de préparer des jeux pour les occuper jusqu'au soir. Bisous. Le mot bisous, posé là comme un pansement dérisoire sur une blessure béante. Il n'y avait aucune question, aucune demande, aucune considération. Juste un ordre déguisé en rappel amical. La confirmation définitive que ma présence et mon temps avaient été négociés et offerts sans mon consentement. Les 5 enfants de ma cousine étaient turbulents, épuisants, et je savais pertinemment que les garder signifiait courir partout pendant des heures, sans jamais pouvoir profiter de la soirée. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Ce n'était plus une conversation surprise. C'était un plan en action. Une réalité qu'elle m'imposait sans le moindre scrupule. J'ai éteint l'écran de mon téléphone sans prendre la peine de répondre. Le silence dans mon appartement était assourdissant. Mais pour la toute première fois, il n'était pas rempli de tristesse, mais d'une étrange et nouvelle clarté. La Léa qui cherchait désespérément l'approbation de sa mère, celle qui sacrifiait son argent et son énergie pour un simple merci qui ne venait jamais, venait de disparaître à cet instant précis. Ma mère pensait avoir méticuleusement planifié son Noël parfait, où chaque pièce du puzzle s'emboîtait selon ses désirs, moi y compris. Elle avait distribué les rôles, s'attribuant celui de la magnifique hôtesse réunissant sa famille, tandis que je devais m'occuper des tâches ingrates en coulisses. Elle se voyait déjà poster des photos parfaites sur les réseaux sociaux, le portrait d'une famille unie et heureuse. Mais elle avait commis une erreur fatale. Elle avait oublié de demander à la pièce maîtresse si elle était d'accord pour jouer son rôle. Elle ne se doutait pas une seule seconde que, dans le silence de mon studio, j'étais en train de planifier mon propre Noël. Ce n'était pas la première fois, loin de là. Cette sensation d'être une pièce fonctionnelle dans le grand puzzle familial, plutôt qu'un membre à part entière, me hantait depuis l'adolescence. Je me souviens encore de mes 18 ans. J'avais rêvé d'une petite fête simple avec mes amis, quelque chose d'intime. Mais ma mère avait vu les choses en grand. Elle a transformé mon anniversaire en une gigantesque réunion de famille.
invitant des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Le clou du spectacle ? Elle m'a demandé d'aider à servir les petits fours et de m'assurer que les verres de tout le monde étaient remplis. J'ai passé ma propre soirée d'anniversaire à jouer les serveuses, le sourire aux lèvres, tandis qu'elle postait des photos sur Facebook avec la légende « Tellement fière de ma fille qui devient une femme ». Sur les photos, elle rayonnait au centre de l'attention, tandis que j'étais à peine visible en arrière-plan, un plateau à la main. J'étais un accessoire pour son image de mère parfaite. Cette habitude de puiser dans mes ressources, qu'il s'agisse de mon temps ou de mon argent, était devenue une seconde nature pour elle. L'été dernier, la machine à laver était tombée en panne. Ma mère s'en est plainte pendant des semaines, soupirant à quel point cela compliquait tout, mais sans jamais prendre l'initiative de la faire réparer. Finalement, à bout de nerfs de la voir étendre du linge humide dans tout l'appartement, j'ai pris les 350 € que j'avais péniblement économisés pendant mon job d'été pour payer le réparateur. Sa réaction n'a pas été de la gratitude, mais un simple soulagement. « Oh, enfin !»« Tu as bien fait, ma chérie », a-t-elle dit, comme si c'était mon devoir. Elle ne m'a jamais proposé de me rembourser. Cet argent, qui devait me servir à acheter un nouvel ordinateur pour mes études, s'était évaporé pour résoudre un problème qui n'était pas le mien. C'était juste une autre contribution silencieuse, un autre sacrifice invisible qui maintenait le confort de la maison. Mon frère, Thomas, n'a jamais connu ce traitement. Il était le prince de la famille, celui dont les moindres désirs étaient désordre. Quand il a eu son bac avec une mention passable, mes parents lui ont offert une voiture d'occasion. Quand j'ai obtenu une bourse d'excellence pour mon école de design, j'ai eu droit à un « c'est bien, ma fille » distrait devant la télévision. Chaque euro que je gagnais était scruté, jugé et souvent réquisitionné pour une urgence familiale, tandis que Thomas recevait de l'argent de poche sans même avoir à le demander. Cette injustice flagrante créait un fossé silencieux entre nous. Je ne lui en voulais pas, à lui, mais je ressentais une colère sourde contre ce système à deux vitesses. Il était celui qu'on célébrait, j'étais celle sur qui on comptait. Sa valeur était intrinsèque, la mienne devait être constamment prouvée par des actes de service. C'est pour ça que ce Noël était si important pour moi. Ces 450 € versés au traiteur n'étaient pas qu'une question d'argent. C'était 3 mois de réveil à l'aube, pour aller travailler au café avant mes cours, 3 mois à refuser des sorties avec mes amis, 3 mois à manger des pâtes pour économiser chaque centime. Et ce n'était pas tout. J'avais aussi dépensé près de 300 € supplémentaires pour des cadeaux pensés et personnalisés pour chacun, cherchant pendant des heures le livre rare pour mon père, le foulard en soie que ma mère avait repéré dans une vitrine, sans oser se l'offrir. Je m'étais investie corps et âme, convaincue que cet effort monumental forcerait enfin sa reconnaissance. Je voulais lui offrir la perfection qu'elle semblait tant désirer, pour qu'enfin, elle me voie vraiment. Malheureusement, elle ne voyait en moi qu'une solution de facilité, une employée de maison gratuite. Le poids de toutes ces années d'efforts non reconnus s'est abattu sur moi dans le silence de mon studio. Chaque souvenir, chaque sacrifice, chaque injustice s'est cristallisé en une certitude froide et tranchante. Le message de ma mère sur mon téléphone n'était pas une simple demande maladroite. C'était l'aboutissement d'un schéma toxique que j'avais laissé perdurer trop longtemps. En regardant la confirmation de paiement pour le traiteur, puis le message m'ordonnant de garder les enfants, j'ai compris que ces 2 documents représentaient 2 versions de moi. Celle que j'essayais désespérément d'être pour elle, et celle qu'elle avait décidé que j'étais. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je pouvais choisir. Ma mère pensait que je n'avais rien d'autre à faire. Elle allait bientôt découvrir à quel point elle avait tort. Mon téléphone a sonné quelques heures plus tard. C'était ma mère. Sa voix, mielleuse et faussement enjouée, a traversé le combiné, ignorant totalement mon silence radio. Elle ne demandait pas si j'avais bien reçu son message, ni si j'étais d'accord. Non, elle ajoutait des instructions. Elle voulait que je prépare un gâteau au chocolat en plus des jeux, car c'était le dessert préféré de mon plus jeune cousin. Elle m'a aussi rappelé de ne pas oublier d'apporter le grand sac de jouets qui était stocké dans ma cave. Chaque mot était une nouvelle pelletée de terre sur le cercueil de mes attentes. Elle ne me voyait pas. Elle ne voyait qu'une liste de tâches
et une personne pour les exécuter. J'ai écouté sans rien dire, le cœur battant à tout rompre. Je n'étais pas une fille. J'étais une assistante personnelle non rémunérée, une logisticienne de dernière minute. Quand elle a finalement terminé son monologue par un « On compte sur toi, ma chérie », j'ai simplement répondu « D'accord », d'une voix que je ne reconnaissais pas, et j'ai raccroché. Le silence qui a suivi a été brisé par une impulsion soudaine. J'ai composé le numéro de ma tante Chloé, la sœur de mon père. C'était la seule personne dans la famille qui avait toujours semblé me voir pour ce que j'étais. Je lui ai tout raconté, d'une traite, la voix tremblante mais sans larmes, la conversation surprise, les mois d'économie, le traiteur, le message, et enfin, l'appel pour le gâteau au chocolat. Elle m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence, puis elle a dit des mots qui ont résonné en moi comme un gong. Elle ne changera jamais, ma chérie. Ta mère est comme ça. La seule chose que tu peux changer, c'est ce que tu es prête à accepter. Cette phrase, si simple et si directe, a été une permission. Ce n'était pas moi qui étais déraisonnable. Ce n'était pas moi qui étais égoïste. J'avais le droit de refuser ce rôle qu'on m'imposait. J'avais le droit de ne plus accepter d'être invisible. Dès que j'ai raccroché avec ma tante, une froide détermination s'est emparée de moi. Fini la tristesse, place à l'action. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mes doigts courant sur le clavier avec une précision nouvelle. J'ai retrouvé l'email de confirmation du traiteur. Le nom de l'entreprise, le festin des rois, m'a semblé d'une ironie mordante. J'ai composé leur numéro, mon cœur martelant contre mes côtes, non pas de peur, mais d'une étrange excitation. Ma voix était étonnamment calme et ferme lorsque j'ai demandé à annuler la commande pour le réveillon du 24 décembre, au nom de ma mère. Il y avait des frais d'annulation, bien sûr, mais ils allaient me rembourser 380 des 450 € que j'avais versés. Alors que je regardais l'email de confirmation d'annulation arriver dans ma boîte de réception, j'ai ressenti un premier frisson de libération. C'était le premier maillon de la chaîne que je brisais. Mon regard s'est ensuite posé sur la pile de cadeaux soigneusement emballés qui trônait dans un coin de mon studio. Le foulard en soie pour ma mère, les livres d'histoire rares pour mon père, le jeu de construction Dernier Cri pour mon frère. J'avais passé des semaines à les chercher, à imaginer leur joie en les déballant. Maintenant, ces paquets me semblaient être les symboles de mon asservissement volontaire. Un par un, méthodiquement, je les ai sortis de leur sac. J'ai rassemblé les tickets de caisse que j'avais précieusement gardés. Le lendemain, j'ai passé ma matinée à retourner dans chaque boutique, à affronter les regards parfois agacés des vendeurs pour rendre chaque article. Chaque remboursement crédité sur ma carte bancaire était une victoire silencieuse. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Je reprenais mon temps, mon énergie, mon investissement émotionnel. Je vidais ma vie de leurs attentes pour y faire de la place pour la mienne. De retour dans mon studio, avec près de 700 € sur mon compte en banque et un sentiment de vide étrangement apaisant, je me suis assise devant mon ordinateur, sans but précis. C'est alors qu'une publicité pour un séjour de dernière minute a attiré mon attention. Évadez-vous pour Noël. Les photos montraient les falaises d'Étretat, balayées par le vent d'hiver, une mer grise et puissante. La solitude, le calme, la nature brute. C'était l'antithèse absolue du Noël familial bruyant, chaotique et étouffant qui m'attendait. Sans réfléchir davantage, j'ai cliqué. J'ai réservé 3 nuits dans un petit hôtel de charme avec vue sur la mer, du 24 au 26 décembre. Le clic final de la souris a résonné dans le silence de la pièce comme un coup de marteau de juge. La confirmation de réservation s'est affichée sur mon écran. Ma mère attendait sa baby-sitter. Elle attendait son gâteau au chocolat. Elle allait avoir une surprise, en effet. Mais ce ne serait pas celle que j'avais initialement prévue. Les jours qui ont suivi ma réservation ont été empreints d'une solitude étrange et nouvelle. Mon petit studio, d'habitude un refuge contre le tumulte du monde, était devenu un cocon de silence, presque un quartier général. La tristesse initiale, cette douleur sourde de la trahison, s'était lentement muée en une sorte de concentration glaciale.
Je ne pleurais plus sur ce que j'avais perdu, mais je me préparais à ce que j'allais devoir affronter. Chaque heure qui passait me détachait un peu plus de la Léa qui cherchait désespérément à plaire. Je passais mon temps à dessiner, à lire, à marcher dans les rues froides de la ville, observant les décorations de Noël avec une distance nouvelle. Elles ne me semblaient plus magiques, mais simplement décoratives, une façade pour quelque chose de bien plus complexe. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie, en train d'observer les préparatifs d'une fête à laquelle je savais déjà que je n'assisterais pas de la manière attendue. Cette solitude n'était pas un vide, c'était un espace que je remplissais de ma propre force. J'ai de nouveau appelé ma tante Chloé, non pas pour chercher conseil, mais pour trouver une encre. Je lui ai raconté mon plan dans les moindres détails. L'annulation du traiteur, le retour des cadeaux et la réservation de mon escapade à Etretat. Elle ne m'a pas jugée, ne m'a pas traité d'égoïste. Elle a simplement écouté, puis a dit d'une voix calme et posée « Tu as bien fait. Mais sache une chose, Léa. Ils essaieront de te faire passer pour la méchante. Ils retourneront la situation contre toi. Ne te contente pas de disparaître. Va là-bas, mais à tes conditions. Dis-leur la vérité, en face, avec les preuves. Ne leur laisse pas l'occasion de réécrire l'histoire à leur avantage. » Ces mots ont été une révélation. Elle ne m'encourageait pas à fuir, mais à me battre. Elle m'a donné la clé non pas de la vengeance, mais de la justice. Elle a légitimé ma colère et l'a transformée en une stratégie. Ce n'était plus une simple fugue, c'était une déclaration d'indépendance. Après cet appel, mon plan a pris une forme beaucoup plus précise. Ce n'était plus seulement une question de partir, mais de comment je le ferais. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai placé les 2 emails cruciaux dans un dossier spécial sur mon téléphone. La confirmation d'annulation du traiteur, avec le montant bien visible, et la confirmation de ma réservation d'hôtel. Ces documents n'étaient en plus de simples notifications administratives, ils étaient devenus mon bouclier, ma preuve irréfutable. Je ne me battrai pas avec des cris ou des larmes, mais avec des faits. J'ai décidé de ne répondre à aucun message ni appel de ma mère jusqu'au 24 décembre au soir. Je la laisserai mariner dans son organisation, certaine que sa pièce maîtresse, sa babysitter gratuite, allait se présenter comme prévu. Je n'arriverai pas à 14h pour m'occuper des enfants, mais bien plus tard, quand toute la famille serait réunie, affamée et impatiente. Je n'entrerai pas par la porte de service, mais par la grande porte. Le 23 décembre, j'ai préparé mon sac de voyage. C'était un acte d'une simplicité déconcertante, mais lourd de sens. Dans ce petit sac, je n'ai mis que des choses pour moi. Un pull en laine épaisse, pour me protéger du vent sur les falaises, un roman que je voulais lire depuis des mois, mon carnet de croquis et mes crayons. Il n'y avait pas de cadeaux pour les autres, pas de jeux pour les enfants, pas de plats à réchauffer. Chaque objet que je choisissais était un acte de rébellion silencieuse, une affirmation de mes propres besoins. En fermant la fermeture éclair, j'ai eu l'impression de clore un chapitre de ma vie. Le poids que je portais n'était pas celui de mon sac, mais celui de toutes ces années d'attente non satisfaites, un fardeau que je m'apprêtais enfin à déposer. Ce petit bagage contenait plus de liberté que tout ce que j'avais jamais possédé. J'étais prête, non pas pour une fête, mais pour une confrontation nécessaire. Mon téléphone n'a pas cessé de vibrer toute la journée du 23. Des messages de ma mère, de plus en plus insistants. « N'oublie pas le gâteau. Ta cousine demande si tu peux arriver un peu plus tôt. Tu ne réponds pas. Tout va bien ?» Chaque notification était une tentative de me ramener dans le rôle qu'elle m'avait assigné. Je les regardais s'afficher sur l'écran verrouillé, un par un, sans jamais y répondre. Mon silence était ma première arme. Je les laissais construire leur château de cartes sur la base de leur certitude, sachant pertinemment qu'il était sur le point de s'effondrer. Le soir, j'ai regardé mon billet de train pour Etretat, puis l'email du traiteur annulé. Tout était prêt. Ma mère s'attendait à ce que je vienne avec des jouets et un dessert. Elle n'imaginait pas une seule seconde que la seule chose que j'apporterais avec moi serait la vérité, servie sur un plateau d'argent. Le 24 décembre, à 19h précise, j'ai poussé la porte de la maison familiale. Le silence était la première chose qui m'a frappée. Un silence lourd,
anormal pour un soir de réveillon. Il n'y avait aucune odeur de dinde rôtie, aucune musique festive. Toute la famille était là, assise dans le salon, les visages tendus, tournés vers une table désespérément vide. Ma mère s'est levée d'un bond, son visage déformé par une fureur contenue. Elle a marché vers moi, ses talons claquant sur le parquet. « Mais où étais-tu ? Tout le monde attend. Ta cousine a dû rentrer chez elle avec les enfants. Ils avaient faim. Où est le repas ?» Sa voix était un sifflement accusateur. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon petit sac de voyage à la main, et j'ai senti tous les regards de la pièce se poser sur moi, lourds de reproches. J'ai inspiré profondément, sentant le calme glacial que j'avais cultivé pendant des jours m'envahir complètement. La tempête allait éclater, et pour la première fois, je n'avais pas peur. J'ai laissé un court silence s'installer, savourant presque le poids de leur attente. Puis, d'une voix parfaitement égale, j'ai prononcé les mots qui allaient tout faire basculer. Il n'y a pas de repas. J'ai annulé le traiteur. Un hoquet de stupeur a parcouru l'assemblée. Mon père a froncé les sourcils, confus, tandis que ma mère devenait blême. Ses yeux se sont écarquillés, incrédules, avant que la fureur ne l'emporte. « Quoi ? Ça ne peut pas arriver. Tu as ruiné Noël. » Sa voix est montée dans les aigus, stridente, brisée par la panique et l'humiliation de voir son plan parfait s'effondrer devant tout le monde. Elle a fait un pas vers moi, la main levée comme pour me gifler, mais s'est arrêtée net, tremblante de rage. Le masque de l'hôtesse parfaite venait de se fissurer, révélant le visage hideux de la manipulatrice prise à son propre piège. Elle avait perdu le contrôle, et tout le monde en était témoin. Ma voix, en revanche, était d'un calme chirurgical. Non, ce n'est pas moi qui ai ruiné Noël, c'est toi. Je l'ai fixée, ne la laissant pas détourner le regard, forçant chaque personne dans cette pièce à écouter. C'est toi qui as ruiné Noël quand tu as décidé dans mon dos que ma seule valeur était d'être une baby-sitter gratuite pour la soirée. Je t'ai entendu au téléphone avec tante Sylvie. Je t'ai entendu dire que je n'avais rien d'autre à faire. Tu n'as même pas pris la peine de me demander mon avis. Tu as disposé de mon temps et de ma vie comme si je n'étais qu'un objet à ton service. Un pion dans ton jeu pour avoir la photo de famille parfaite. Tu as tout planifié, sauf une chose. Mon consentement. Chaque mot était pesé. Chaque syllabe était une pierre que je déposais sur la balance de la justice, sous le regard médusé de ma famille. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, lentement. L'écran s'est allumé, projetant une lueur froide sur mon visage. Voici l'email d'annulation du repas à 450 € que j'avais payé de ma poche pour te faire la surprise, pour t'éviter le stress de la cuisine. Je lui ai tendu l'appareil. Le silence dans la pièce était devenu si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Mon père, à côté d'elle, a jeté un œil à l'écran et a murmuré, comme pour lui-même, la question qui a tout scellé. Quel traiteur ? Le choc sur son visage était total. Il se tournait vers ma mère, dont les lèvres tremblaient, incapable de formuler la moindre réponse. La vérité était là, exposée à la lumière crue d'un écran de téléphone, mon sacrifice secret et sa trahison calculée. Les regards ont commencé à changer, passant de l'accusation à la pitié, puis au mépris. Sans attendre sa réaction, j'ai fait glisser mon doigt sur l'écran pour afficher un second document. Et voici ce que j'ai d'autre à faire. Ma réservation d'hôtel à Étretat. C'est là que je vais passer mon Noël, loin d'ici. J'ai rangé mon téléphone et j'ai ajusté la sangle de mon sac sur mon épaule. Dans le coin de la pièce, j'ai croisé le regard de ma tante Chloé. Un minuscule sourire de fierté flottait sur ses lèvres. J'ai fait un dernier tour d'horizon de ces visages pétrifiés, de ma mère dont le visage s'était décomposé, passant de la colère à une humiliation absolue et silencieuse. Puis, sans un mot de plus, je leur ai tourné le dos. Profitez bien de votre soirée en famille. En refermant la porte derrière moi, j'ai entendu le début d'une dispute étouffée. Mais ce n'était déjà plus mon problème. J'étais libre. Le trajet en voiture s'est fait dans un silence cotonneux, comme si le son lui-même avait peur de me déranger. Je n'ai pas mis de musique. Je me contentais de regarder les lumières de la ville défiler, se transformant en points flous à travers mes yeux secs.
Je n'avais pas pleuré. Je n'en ressentais même pas le besoin. Derrière moi, j'imaginais la scène avec une clarté déconcertante. Le silence pesant après mon départ, les regards fuyants, l'humiliation de ma mère se propageant dans la pièce comme un poison. Mon père, probablement désemparé, essayant de sauver les apparences. Et puis, l'inévitable. La solution de repli qui signait l'échec total de la soirée parfaite de ma mère. Le bruit d'un téléphone composant le numéro d'une pizzeria. L'image de ma famille, réunie autour d'une table de fête vide, attendant des boîtes en carton, était une justice poétique bien plus puissante que n'importe quel cri de colère que j'aurais pu pousser. Je n'avais pas ruiné Noël. J'avais simplement retiré le décor en carton-pâte pour révéler la scène vide qui se cachait derrière. Mon téléphone a vibré 1 heure plus tard, alors que j'étais déjà sur l'autoroute. C'était mon père. J'ai hésité, puis j'ai décroché en main libre. Sa voix était lasse, dénuée de la colère que j'avais anticipée. Il n'a pas essayé de me faire culpabiliser ni de défendre ma mère. Il a simplement dit « Je suis désolé, Léa. Je n'avais aucune idée. » Il a marqué une pause, et je l'ai entendu soupirer, un son lourd de regrets accumulés. Ce soir, après ton départ, j'ai posé des questions. Sur le traiteur, sur l'argent. J'ai découvert que ce n'était pas la première fois qu'elle prenait des arrangements dans le dos des gens pour que tout paraisse parfait. Elle a contracté un petit crédit pour refaire la décoration du salon avant les fêtes, sans m'en parler. Son aveu n'était pas une excuse, c'était une constatation amère. Pour la première fois, il ne voyait plus sa femme comme une organisatrice dévouée, mais comme quelqu'un qui construisait un monde d'illusions, quel qu'en soit le coût pour les autres. Il n'a pas demandé que je revienne. Il a juste dit de faire attention sur la route. Un peu plus tard, j'ai reçu un message de ma tante Chloé. Il était court, mais il valait tous les discours du monde. Il mange des pizzas dans un silence de mort. Ta mère est montée dans sa chambre et n'en est pas redescendue. Ton père a l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Tu as fait ce qu'il fallait. Sois libre, ma chérie. Je t'aime. En lisant ces mots, une vague de soulagement m'a submergée, si intense qu'elle m'a presque coupé le souffle. Ce n'était pas de la joie mauvaise, mais la validation dont j'avais désespérément besoin. Quelqu'un d'autre avait vu. Quelqu'un d'autre comprenait. Je n'étais pas la méchante de l'histoire, la fille égoïste qui avait tout gâché par caprice. J'étais celle qui avait osé dire que le roi était nu, que la fête était un mensonge. Le message de ma tante était la preuve que la vérité, même si elle est brutale, est toujours préférable à une façade magnifiquement entretenue, mais vide de sens. J'ai répondu par un simple cœur, et j'ai senti un poids immense se détacher de mes épaules. Bien sûr, ma mère a tenté une contre-offensive. Une série de messages vocaux a commencé à s'accumuler sur mon répondeur. Je n'en ai écouté que le début du premier. Sa voix, d'abord tremblante de fureur contenue, se brisait en sanglots calculés. Elle parlait de famille brisée, de cœur de mère anéanti, de l'humiliation que je lui avais infligée devant tout le monde. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Une tentative désespérée de retourner la situation, de se poser en victime pour me faire porter l'entière responsabilité de son propre effondrement. Mais pour la première fois, ces mots glissaient sur moi sans m'atteindre. J'ai reconnu la tactique, la même culpabilisation passive-agressive qu'elle avait utilisée toute ma vie. Sans la moindre hésitation, j'ai effacé le message avant la fin, puis le suivant, et tous les autres. Chaque pression sur le bouton « Supprimer » était un acte de libération, le son d'une porte que je fermais définitivement sur le passé. Elle n'avait plus de pouvoir sur moi. En arrivant à l'hôtel, tard dans la nuit, l'air salin et glacial d'Étretat a rempli mes poumons. La réceptionniste m'a souri avec une gentillesse simple et authentique. Dans ma chambre, petite et chaleureuse, j'ai ouvert la fenêtre. Le bruit des vagues s'écrasant sur les galets était un son puissant, primitif et incroyablement apaisant. Il lavait le silence pesant de la maison familiale, les accusations, les pleurs calculés. Ce son était réel. Il n'essayait pas de paraître autre chose que ce qu'il était. L'image de la famille parfaite, que j'avais passé tant d'années à essayer de maintenir à flot, venait de se briser en 1000 morceaux.
et je réalisais que je ne ressentais aucune tristesse à cette idée. Juste un vide immense, mais un vide plein de promesses. Pour la première fois, je ne me demandais pas ce que les autres attendaient de moi pour Noël. Je me demandais simplement à quoi ressemblerait le lever du soleil sur la mer. Le lendemain matin à Etretat, le soleil d'hiver peinait à percer les nuages, jetant une lumière opaline sur les falaises blanches. J'étais assise près de la fenêtre de ma chambre d'hôtel, une tasse de café fumante entre les mains, le regard perdu dans le mouvement incessant des vagues. L'air qui entrait par l'entrebâillement était glacial, mais il me semblait pur, comme s'il nettoyait les dernières traces de la suffocation que j'avais ressentie la veille. Pour la première fois depuis des années, je respirais sans sentir le poids des attentes des autres sur ma poitrine. Il n'y avait pas de liste de tâches mentales, pas de culpabilité latente, pas de besoin de performer ou de plaire. Il y avait juste le bruit de la mer, la chaleur de ma tasse et ce sentiment nouveau, fragile mais incroyablement puissant. La paix. C'était une solitude choisie, non subie. Une solitude qui ne ressemblait pas à un vide, mais à un espace infini qui s'ouvrait enfin devant moi, un territoire vierge à explorer. En regardant la mer effacer inlassablement les traces sur le sable, j'ai compris une vérité fondamentale que j'avais toujours refusé de voir. J'avais passé ma vie à essayer d'acheter ma place dans ma propre famille, en pensant que si je sacrifiais assez de mon temps, de mon argent et de mon énergie, on finirait par m'accorder la valeur que je n'arrivais pas à me donner moi-même. Chaque cadeau, chaque service rendu, chaque sacrifice silencieux était une tentative désespérée de dire « Regardez, je suis digne de votre amour. » Mais ce Noël raté m'a appris que l'amour et le respect ne s'achètent pas. Ils se donnent ou ils ne sont pas. Ma mère ne voyait pas mes sacrifices. Elle ne voyait que des commodités qui rendaient sa vie plus facile. Mon geste ultime, celui du traiteur, n'aurait pas changé cela. Il aurait simplement renforcé l'idée que j'étais là pour la servir. En annulant tout, je n'ai pas détruit ma famille. J'ai détruit l'illusion que je pouvais la réparer seule. Aujourd'hui, 6 mois ont passé. Je ne suis plus retournée dans la maison familiale, autrement que pour de courtes visites. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai pris une décision radicale. J'ai déménagé à Bordeaux, une ville où je ne connaissais personne. J'ai trouvé un stage dans une petite agence de design, un travail qui me passionne et qui me prend tout mon temps, mais un temps que je choisis de donner. Je vis dans un petit studio lumineux au dernier étage d'un vieil immeuble, avec une vue sur les toits. Il n'est pas aussi grand ni aussi bien décoré que la maison de mes parents, mais chaque objet, chaque livre, chaque plante m'appartient. Personne ne me demande de faire le ménage, de préparer le dîner ou de rendre un service. Cet espace est le mien, physiquement et mentalement. C'est ici que j'apprends à exister pour moi-même, et non plus à travers le regard des autres. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est la chose la plus vraie que j'ai jamais faite. Mon père m'appelle chaque semaine. Nos conversations sont différentes maintenant, plus honnêtes. Il me demande comment je vais, vraiment. Il m'a avoué que la soirée de Noël avait été un électrochoc, qu'il avait réalisé à quel point il s'était reposé sur moi sans jamais le reconnaître. Avec ma tante Chloé, notre lien est plus fort que jamais. Elle est devenue ma confidente, mon ancre. Quant à ma mère, nos contacts sont rares et formels. Elle m'envoie des messages pour les anniversaires, me demande si je mange bien. Elle n'a jamais présenté d'excuses, mais sa voix n'a plus ce ton mielleux et autoritaire. Elle sait qu'elle a perdu le contrôle. Je n'attends plus rien d'elle, ni reconnaissance, ni amour inconditionnel. J'ai accepté qu'elle ne changerait pas, mais moi, j'ai changé. J'ai fait le deuil de la mère que j'aurais voulu avoir, et en faisant cela, je me suis libérée de la fille que je me sentais obligée d'être. Ce Noël-là, je n'ai pas seulement annulé un repas. J'ai annulé un contrat tacite de soumission que j'avais signé sans même m'en rendre compte. J'ai appris que dire non n'est pas un acte de guerre, mais le plus grand acte de respect de soi. J'ai appris que notre valeur ne se mesure pas à notre utilité pour les autres, mais à la dignité avec laquelle nous habitons notre propre vie. Cette soirée n'a pas été la fin de ma famille, mais la fin de mon rôle de sauveuse silencieuse. Parfois, pour construire quelque chose de nouveau et de plus sain, il faut avoir le courage de laisser l'ancienne structure s'effondrer, même si cela fait un bruit assourdissant. Il faut choisir de se sauver soi-même,
avant de sauver les apparences. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ?